On connaît tous cette sensation, n'est-ce pas? Cette impression un peu étrange, presque mystique, d'être soudainement observé. Les poils de nos bras se hérissent, on se fige un peu et hop, on balaye la pièce du regard pour trouver qui nous dévisage. C'est universel. Mais franchement, pourquoi un simple regard, parfois lancé depuis l'autre bout de la pièce, a-t-il le pouvoir de nous faire perdre nos moyens à ce point? Bienvenue dans cette nouvelle analyse où l'on va décrypter ensemble les rouages fascinants de notre esprit. C'est vraiment la question à 1 million de dollars. Est-ce que cette sensation si courante de sentir des yeux dans notre dos relève d'une sorte de sixième sens un peu paranormal, ou bien est-ce qu'on parle de quelque chose de profondément biologique, littéralement câblé dans notre cerveau? Allez, on plonge directement dans le vif du sujet pour voir ce que la science a à nous dire là-dessus. Voici notre feuille de route pour aujourd'hui. On va d'abord s'attaquer au fameux mythe du sixième sens. Puis on parlera de notre radar social, du redoutable effet de projecteur, de la réaction de notre corps sous tension, de la facilitation sociale, et enfin, on verra pourquoi tout ça est une réaction parfaitement normale. On commence tout de suite avec notre première partie, le mythe du sixième sens. Il est grand temps de démasquer cette illusion. On adore croire qu'on a un don caché, une sorte de super pouvoir pour détecter une présence. D'ailleurs, il y a un mot pour ça, c'est la scoposthésie. C'est tout simplement ce phénomène psychologique qui nous donne la sensation d'être observé par quelqu'un qui est complètement hors de notre champ de vision. Sur le papier, c'est vrai que ça ressemble à de la magie, et la culture pop a adoré jouer avec cette idée. Mais, spoiler alerte, les sciences cognitives ont une explication beaucoup plus terre-à-terre et franchement bien plus élégante. En fait, tout repose sur une équation assez incroyable. Notre vision périphérique est une machine ultra performante. Elle capte, sans même qu'on s'en rende compte, des micro-mouvements, comme une silhouette qui tourne la tête loin sur le côté. Notre cerveau traite l'info à la vitesse de l'éclair avant même que ce soit conscient. Mais attention, ajoutez à ça notre bon vieux biais de confirmation. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, parmi toutes les fois où on se sent observé, on va retenir que le moment où, en se retournant, on croise effectivement un regard. Et on oublie purement et simplement les dizaines de fois où il n'y avait absolument personne. Ce qui nous amène à notre deuxième point, notre radar social. C'est littéralement un outil de survie hautement évolué. Faisons un petit saut dans le passé. Historiquement, capter un regard, c'était une question de vie ou de mort, que ce soit pour repérer un prédateur ou l'attention d'un rival. Et devinez quoi? On a hérité d'un matériel super pointu pour ça. Des études sur des singes macaques ont même révélé l'existence de neurones spécifiquement dédiés à capter un regard direct. Chez nous, ça active tout un réseau. Le sillon temporal supérieur repère instantanément la direction des yeux, l'amygdale s'affole pour évaluer le niveau de menace, et le cortex préfrontal essaye de décoder l'intention derrière ce regard. C'est une véritable petite usine de traitement qui marche à une vitesse folle. Et pour faciliter tout ce travail, l'évolution nous a fait un drôle de cadeau. Regardez bien, contrairement à la majorité des autres primates, nous, les humains, possédons cette sclérotique blanche, le blanc des yeux, qui est extrêmement visible. Ce tout petit détail change tout parce qu'il révèle avec une précision millimétrique exactement où on pose notre attention. Conséquence directe, nos regards sont hyper faciles à repérer, ce qui maintient notre radar social en état d'alerte maximale en permanence. Allez, on passe à la troisième partie, l'effet de projecteur et l'évaluation. Autrement dit, le lourd fardeau d'être vu. Mais alors, que se passe-t-il vraiment dans notre tête quand on se sait observer? Selon les chercheurs Duval et Wickland, le regard de l'autre agit comme un miroir et on bascule dans un état de conscience de soi très objective. On devient le critique de notre propre comportement. D'un côté, il y a notre moi réel, c'est-à-dire comment on agit ou on se tient à l'instant T. De l'autre, notre moi idéal, la perfection absolue de ce qu'on devrait être en société. Et s'il y a le moindre petit décalage entre les deux, bam, c'est l'inconfort total et la gêne immédiate. Et pour couronner le tout, notre cerveau a cette fâcheuse tendance à tout dramatiser. C'est l'effet de projecteur. On a tendance à surestimer massivement la façon dont les autres scrutent nos moindres gestes. L'exemple le plus drôle pour illustrer ça, c'est cette fameuse expérience où on a forcé des gens à porter un t-shirt hyper embarrassant de Barry Manilow. Les pauvres participants étaient convaincus que presque toute la pièce allait les dévisager et se moquer d'eux. Résultat, quasiment personne n'a rien remarqué. On pense toujours être sous le feu des projecteurs, alors qu'en réalité, les autres s'en fichent pas mal. C'est fou comme ça nourrit notre propre anxiété sociale. Passons à notre quatrième point, et là on va parler du corps. Le corps sous tension, ou comment ça déclenche une vraie réaction en chaîne physiologique. Parce que oui, toute cette pression psychologique ne reste pas juste gentiment dans nos pensées. Notre cerveau perçoit l'observation comme un micro-stress. Du coup, il active notre système nerveux sympathique, celui de la survie. Et là, regardez les données, c'est le festival. Le cœur s'emballe ou saute un battement, ce fameux trac. Les mains deviennent moites à cause de la microtranspiration. Et surtout, les épaules et le cou se raidissent comme du béton.
pas étonnant qu'on devienne soudainement hyper maladroit. Et ce schéma illustre brillamment comment ça fonctionne, étape par étape. C'est une réaction en chaîne redoutable. On capte le regard, le signal social, ça déclenche direct l'autosurveillance interne, le corps réagit ensuite avec toute l'activation physiologique qu'on vient de voir, et au bout du compte, c'est la perte totale de spontanéité. C'est littéralement ça, un simple coup d'œil, et pouf, toute notre fluidité naturelle s'envole en fumée. Il y a d'ailleurs un concept génial pour l'expliquer, c'est la loi de Humphrey, aussi connue sous le nom génial de l'effet mille pattes. Imaginez un peu, si on demande à un mille pattes comment il fait pour coordonner toutes ses pattes en même temps, il va commencer à y réfléchir, et bim, il va s'en mêler et ne plus savoir marcher du tout. Eh bien pour nous, c'est la même chose. Marcher, boire son café, taper au clavier, en temps normal, c'est automatique. Mais dès qu'on sent un regard peser sur nous, on veut soudainement contrôler ses mouvements de façon consciente. Et c'est exactement là qu'on commence à trébucher ou à renverser des trucs. On arrive à notre 5e point, la facilitation ou l'inhibition sociale. Autrement dit, comment un public modifie nos performances. Déjà en 1898, Norman Triplet remarquait que les cyclistes allaient plus vite quand il y avait du monde. Mais est-ce toujours vrai pour tout? C'est là que la théorie de Robert Zayons en 1965 vient tout éclairer. Le regard des autres agit comme un amplificateur. Si on fait une tâche super simple ou qu'on maîtrise à fond, cette énergie supplémentaire nous pousse et on devient meilleur. C'est la facilitation sociale. Par contre, si on fait une tâche complexe ou qu'on est en train d'apprendre un truc nouveau, cette même énergie nous fait paniquer, on hésite, on se trompe. Et là, c'est la chute, l'inhibition sociale. Et on peut voir l'impact de tout ça sur la durée avec le fameux effet Hawthorne. Dans les années 20, des chercheurs ont observé des ouvrières dans une usine. Ils ont découvert que leur productivité augmentait, peu importe les conditions de travail, tout simplement parce qu'elles se savaient observées par des chercheurs. C'est ce qu'on appelle la réactivité. On modifie notre façon de faire juste pour répondre aux attentes sociales qu'on perçoit. Sur le moment, oui, ça peut doper la productivité, mais attention, ça demande une énergie mentale folle qui finit par causer une énorme fatigue sur le long terme. Ce qui nous amène à notre toute dernière partie, pourquoi c'est une réaction parfaitement normale. Il est grand temps d'accepter notre biologie. Après avoir exploré toute cette machinerie biologique et psychologique, on peut enfin souffler. Perdre ses moyens sous le regard de quelqu'un d'autre n'est pas un défaut de fabrication. C'est juste la signature d'un cerveau social hautement évolué. Et ce point est d'ailleurs magnifiquement capturé par cette réflexion de Jean-Paul Sartre, qui disait que le regard d'autrui nous transforme en objet. C'est exactement ça, non? Quand on nous fixe, on a l'impression d'être une chose exposée. On cesse d'être nous-mêmes de l'intérieur. C'est pour ça que la perte de nos moyens est ressentie de façon si viscérale. On est littéralement chassé de notre propre spontanéité. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que comprendre ce fameux radar social et ce piège de l'effet de projecteur, c'est la première étape pour reprendre le contrôle. En réalisant que notre cerveau en fait un peu trop et surestime la menace, on peut activement choisir de relâcher nos épaules, de souffler et de nous reconcentrer sur notre tâche. Alors, avec toutes ces nouvelles connaissances en tête, comment réagirons-nous la prochaine fois qu'on sentira ce petit picotement instinctif nous signalons que quelqu'un, quelque part, a les yeux braqués sur nous? La réponse nous appartient.